on a vu comment combiner plusieurs modèles ensemble. Maintenant, on va voir comment faire pour distinguer quel modèle est meilleur qu'un autre à l'aide de ce qu'on appelle des métriques d'évaluation. Donc, prenons par exemple un cas de figure comme celui-ci, où par exemple, on aurait ici l'axe des X, ça serait une caractéristique, et on cherche à déterminer si une donnée est dans la classe des positifs ou des négatifs, par exemple. La classe C1, c'est 0. Donc, X, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le résultat d'un examen de mathématiques. Et puis, on a la distribution ici d'un premier groupe d'étudiants. Ça, c'est la distribution obtenue par un deuxième groupe d'étudiants. Ou encore, par exemple, X pourrait être la température corporelle en degrés Celsius. Évidemment, l'axe, ça serait pas le même. Là, ici, ça serait probablement 30, minimum 34 degrés, puis ça monte jusqu'à 42 degrés Celsius, quelque chose comme ça ici. Et puis, on se met un certain seuil pour se dire, ben si quelqu'un a une température qui est supérieure à un certain seuil, vraisemblablement, il doit faire de la fièvre, et donc, il doit être malade. Et si sa température est inférieure à un certain seuil, ben ça doit être un patient qui est sain, donc qui est dans les négatifs. Cependant, comme vous voyez, ces deux distributions-là se chevauchent, donc un patient, par exemple, pourrait être malade sans faire de la fièvre. Donc, ça serait ce qu'on appellerait un faux négatif. Et à l'inverse, un patient pourrait être pourrait avoir une température qui est élevée tout en étant sain. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait fait de l'exercice, donc sa température corporelle est un peu plus élevée. Donc, et là, de façon erronée, on aurait dit que ce patient-là est malade. On aurait appelé ça donc un faux positif. En fait, on peut regarder ces distributions-là comme suit. Donc, on a une première distribution qui est ici. Donc, ça, cette distribution-là, ça s'appelle P de X étant donné la classe moins 1. Puis ça serait P de X étant donné, excusez-moi, moins 1. Et P de X étant donné la classe plus 1. Donc, négatif et positif. Et là, ici, c'est un étant donné, donc ça veut dire que l'intégrale de ça ici, dx, c'est égal à 1. L'air sous la courbe, c'est égal à 1. Même chose ici, c'est égal à 1, l'air sous la courbe, dx. Et donc, on voit quoi? Si je prenais l'air sous la courbe, ici, de cette région-là ici, donc on voit pas bien, je vais le refaire d'une autre couleur. Donc, par exemple, si je prenais l'air sous la courbe que voici, tout ça ici, ça serait le taux de, ça m'indiquerait le taux de vrai positif. Si, à l'inverse, je prenais l'air sous la courbe, ça ici, ça me donnerait le taux de faux négatif, et je pourrais obtenir le taux de faux positif avec cette région-là ici, et avec la région qui reste, le taux de vrai positif. Donc en fait, lorsque j'ai deux classes, j'obtiens assez rapidement ce qu'on appelle une matrice de confusion. Donc encore là, si vous allez sur scikit-learn, vous pourrez voir, vous pouvez trouver du code pour vous générer des matrices de confusion. Mais la matrice de confusion vous dit quoi? Vous dit que, étant donné une vérité terrain qu'on regarde comme ça ici, quelle fut la prédiction de notre modèle? OK? Donc, on pourrait dire que si ça c'était... alors, comment on fait pour voir ça? Ben, pour comprendre ça, on peut voir que le taux de vrai positif, TVP, le taux de vrai positif plus le taux de faux négatif, donc ça plus ça plus ça, c'est égal à 1. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ben, en fait, c'est la zone qui est ici, la distribution P de X étant donné moins 1. Là. Donc, encore prendre une couleur différente. Euh, voilà. Donc, l'air sous la courbe ici. Donc, cette zone-là ici, qui est le taux de vrai négatif, plus cette zone-là ici, ben, ça me donne nécessairement 1. Et cette région-là ici, plus toute la région qui est là,
faut que ça me donne 1 aussi. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre comme ça ici. Sinon, la somme dans l'autre sens me donne la proportion des données dans une classe ou dans l'autre. Donc, voici une validation empirique de ce que je viens de mentionner, cette histoire de matrice de confusion. Alors, prenons un cas de classe. Donc, on a des ronds et des étoiles. Les ronds, c'est des positifs. Les étoiles, c'est des négatifs. Et là, on a un classifieur qui a séparé nos données de la façon suivante. Donc, déjà, on a nos vrais positifs. Donc, les vrais positifs, c'est des ronds, donc des positifs, qui ont été classés comme étant positifs par notre modèle. Donc, ce sont des vrais positifs. On a aussi des étoiles qui sont des cas négatifs et qui ont été également classés comme négatifs par notre modèle. Il y a aussi des faux positifs. Donc, ce sont des cas négatifs, mais qui se sont retrouvés devant notre surface de séparation. Donc, ils ont été faussement étiquetés comme étant positifs. Et même chose ici pour les faux négatifs, les ronds qui se retrouvent derrière la surface de séparation. Donc, la matrice de confusion, comment je la calcule? Ben, c'est simple. Je prends chaque donnée. Donc, par exemple, je prends un rond que je sais qui est un positif dans la vérité terrain. Donc, le rond qui est ici, c'est un positif. Et je vais voir, est-ce qu'il a été classé comme étant positif ou négatif par notre modèle? Bon, vu qu'il est tombé devant, il est classé comme positif. Alors, je vais incrémenter la donnée qui est ici. Et si j'avais pris un autre rond, donc lui aussi, c'est un positif, mais je réalise qu'il a été classé comme étant négatif. Alors là, je vais incrémenter le contenu de la case qui est ici. Et je vais faire ça pour chaque donnée. Alors, idéalement, si j'ai un classifieur qui est très performant sur les données d'entraînement, je devrais avoir une matrice de confusion qui a des données très élevées sur la diagonale et très faibles en dehors de la diagonale. Et donc, ce que je vois aussi, c'est que Vn, qui est ici le nombre de vrais négatifs, plus Fp, le nombre de faux positifs, ça me donne le nombre total de négatifs. Donc, le nombre total de négatifs, ce sont tous les étoiles. Donc, le nombre d'étoiles au total, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 au total. Ben, sur les 15, il y en a 5 qui ont été classés devant, donc qui ont été incorrectement classés, puis il y en a 10 qui ont été correctement classés. Puis ici, si je prends VP plus FN, VP plus FN, ça me fait 14. Ben, ça me dit que j'ai 14 négatifs, 14 positifs au total. Donc, 14 ronds au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, effectivement. 3 sont du mauvais côté de la séparation. Donc, 3 faux négatifs. Puis, j'ai 11 vrais positifs. Ici, 11. Et si je fais la somme sur l'autre axe, l'axe horizontal, donc je pourrais faire 11 plus 5. 11 plus 5, ça fait 16. Ben 16, c'est le nombre total de données que notre modèle a classifié comme étant positif. Et puis 13, c'est le nombre total de données que notre modèle a classé comme étant négatif. Et si je voulais avoir ça, c'est le nombre de vrais négatifs, faux positifs, vrai positif, vrai négatif comme matrice de confusion. Si je voulais avoir des taux de vrais positifs, de faux négatifs, il faudrait normaliser par le nombre total de données. Donc, c'est ce que je montre ici. Le taux de faux positifs, ça s'obtient comme suit. Donc, c'est le nombre de faux positifs. Donc, par exemple, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 étoiles classées du mauvais côté. J'en ai 5. Divisé par le nombre total de positifs. Donc, le nombre total de positifs, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est les vrais négatifs. Plus 5, c'est les faux positifs. Okay? Donc, ça nous donne un taux de faux positifs. Le taux de faux négatifs, la même chose. Donc, c'est le nombre total de faux négatifs. J'en ai 1, 2, 3 ici, divisé par le nombre total de négatifs. Donc, 1, 2, 3, plus 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça me donne donc 3 quatorzièmes. Puis, ce qu'on appelle le recall, okay, le rappel, ben, c'est 1 moins le taux de faux négatifs, ce qu'on a vu avant, mais c'est en gros le nombre de vrais positifs. Donc ici, ça je vous rappelle, ça je vous rappelle que ça, ce sont les vrais positifs. Puis il y en a 11, divisé par le nombre total de ronds.
OK, divisé par le nombre total de ronds, c'est les vrais positifs, divisé par les faux négatifs, ceux-ci. Donc, 11 quatorzièmes. Puis une métrique qui est très souvent utilisée parce qu'elle est vraiment simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle la justesse en français, mais souvent on va utiliser le terme accuracy ou encore la proportion de données bien classées. C'est le nombre total de données qui ont été correctement classées. Donc, par exemple, le nombre total de ronds d'un côté, du bon côté, et d'étoiles du bon côté, divisé par le nombre total de données. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ronds ici qui sont bien classés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étoiles bien classées. Fait que ça me fait 11 plus 10, ça fait 21. 21 données ont été bien classées sur un total de 29 données. Et dernière métrique, qui est très souvent utilisée, c'est la notion de précision. Et là, il faut bien faire attention que la justesse c'est pas la précision. Souvent, par abus de langage, en français, on va dire la précision de notre modèle et ce qu'on veut dire, c'est l'accuracy ou la justesse. Il faut faire bien attention. Donc, la précision, c'est quoi? C'est le nombre total de vrais positifs. Donc, le nombre total de vrais positifs, c'est des ronds du bon côté. OK? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 11. Donc, ça me donne 11. Divisé par le nombre total de données de ce côté-ci. J'en ai 16. Donc, ça, c'est la précision de notre modèle. Donc, en d'autres mots, une des façons de voir ça, c'est parmi toutes les données qui ont été classées comme étant positives, ben, il y en a combien qui sont réellement positives? Alors, ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça ici. On a une matrice de confusion. Donc, confusion, matrice de confusion. On a les taux de faux positifs, les taux de faux négatifs. On a la spécificité, qui est 1 moins le taux de faux positif. Taux de faux positif, là j'avais false positive rate, là, ça c'est une erreur de frappe. On a le rappel, la précision, ainsi que la justesse. Faut faire très attention. Et la F-measure. Donc la F-measure, c'est quoi? C'est la combinaison du rappel ainsi que de la précision. Faut faire très attention avec ces métriques-là ici parce qu'il n'y a rien de plus facile que de faire mentir ces métriques-là. Donc, par exemple, on pourrait toujours dire j'ai un modèle qui a en fait, toutes ces métriques-là ici, on peut les faire mentir d'une façon ou d'une autre. Donc, par exemple, on pourrait dire j'ai un modèle qui a un taux de faux positif qui est nul. Un taux de faux positif qui est nul. Ça veut dire que jamais notre modèle va faussement prédire une alarme, par exemple. Ben ça, c'est très facile. Si vous avez un système d'alarme qui ne se déclenche jamais, donc il ne fonctionne jamais, il va avoir un taux de faux positif qui est nul. Donc, on pourrait se dire, a priori, c'est bien, mais quand on y pense à deux fois, c'est pas très bien. Même chose pour les taux de faux négatifs. Des faux négatifs, si on prend encore l'exemple d'un alarme, un faux négatif, ça serait quelqu'un est passé chez vous, rentré dans la maison et l'alarme ne s'est pas déclenchée. C'est un faux négatif. On peut toujours dire j'ai pas de faux négatif, mais il faut avoir des systèmes d'alarme qui se déclenchent 10 fois par jour pour aucune raison valable. Donc, c'est sûr que lorsque un voleur va rentrer dans la maison, le système va se déclencher. Donc, encore là, si je dis que ça, c'est nul, ça ne veut pas dire que le modèle est bon. Même chose avec l'exemple, par exemple, des patients malades. Si j'ai pas de faux positifs, je peux toujours dire que tout le monde est en santé, incluant les malades. Ce qui est pas très bien. Puis les faux négatifs, ben, je pourrais dire que tout le monde est malade, incluant les gens qui sont en santé. Donc, il faut toujours combiner ces deux observations-là ici, sinon on ne comprend pas de quoi on parle. Même chose, on peut faire la même chose avec la spécificité et le rappel. Parce qu'en fait, on réalise que le taux de faux positifs, c'est, par exemple, FP divisé par FP plus des vrais négatifs. Désolé, ça aussi c'est un vrai négatif.
et vrai positif. True positive, true négatif. Donc, vrai négatif, vrai positif, désolé. Donc, le taux de faux positif, ça ne regarde que cet aspect-là de la matrice. Donc, je pourrais avoir une matrice qui est complètement débalancée, mais de ce côté-ci, ça a l'air positif, ça a l'air intéressant, tandis que de l'autre côté, c'est mauvais. Même chose pour le taux de faux négatif, ça ne regarde que cette partie-là de la matrice. Alors, même chose pour le rappel. Par exemple, on a VP divisé par VP plus VN. Donc, VP divisé par VP plus VN. Donc, ça ici, c'est, encore une fois, c'est juste un sous-ensemble de la matrice qui est regardé. On a aussi la justesse qui est là. Elle regarde l'ensemble de toute la matrice. Donc, on pourrait toujours se dire, un modèle qui a une justesse qui est élevée ou une accuracy qui est élevée, c'est une bonne nouvelle. On pourrait toujours dire, ben, j'ai un modèle qui fonctionne 99% du temps. Mais encore là, il y a des cas de figure pour lesquels 99% du temps, c'est pas très intéressant. Si je vous dis que, par exemple, euh, j'ai une maladie rare, ok, et j'ai une maladie qui frappe 1% de la population. Si votre modèle dit que tout le monde est malade, tout le monde est en santé tout le temps, ben votre modèle va être précis à 99% du temps. Mais en fait, ce qu'on réalise, c'est que le rappel va être très mauvais, ou le rappel va être très mauvais. Donc, vous pouvez faire l'exercice, vous allez voir que vous n'allez pas réussir à aller bien localiser les même chose avec les taux de faux négatifs, ça serait assez mauvais. Donc, il faut faire attention. La justesse ne fonctionne pas bien dans le cas de données débalancées. Souvent, le F-measure qui combine le rappel et la précision est vu comme étant aussi une alternative à la justesse, mais encore là, avec des données fortement débalancées, le F-measure, faut prendre ça avec un grain de sel. Donc, il faut toujours bien comprendre qu'est-ce qu'on fait. Alors, un des problèmes, c'est qu'on doit souvent regarder deux métriques. Donc, par exemple, le taux de faux positif, le taux de faux négatif ou le rappel et la précision pour être en mesure de comparer des algorithmes ensemble. Donc, une des façons de faire, de façon graphique pour voir si une méthode est meilleure que l'autre, c'est d'utiliser différents seuils pour un certain algorithme. Donc, par exemple, si je voulais séparer, si je reprends mon exemple, que ça ici, ce sont, par exemple, des degrés Celsius qui iraient de, en gros, 34 degrés Celsius jusqu'à 40 et 42 degrés Celsius, par exemple, et on a des patients qui sont en santé avec des patients qui sont malades, ben, on pourrait toujours dire, on va se prendre un seuil qui est ici, puis on va se dire, ben, n'importe qui est devant le seuil est malade et tous les autres sont en santé. Donc, si on fait ça, on va avoir un taux de faux positif qui est très élevé, parce qu'en fait, tous les patients sains vont être considérés comme étant malades, mais le taux de faux négatif va être très faible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun patient sain qui vont avoir été faussement déclarés, il n'y aura aucun patient malade qui va avoir été faussement déclaré comme étant sain. On peut prendre un autre seuil comme celui-ci, où là, on va avoir des taux de faux positifs, des taux des taux de faux positifs, taux de faux négatifs qui sont, que je pourrais appeler, entre guillemets, médium. Et puis, je pourrais prendre un seuil plus grand, où là, c'est le contraire. Le taux de faux positif est très faible et le taux de faux négatif est élevé. Ça, c'était le cas en 1D. En deux dimensions, c'est la même chose. On pourrait avoir un classifieur linéaire et le long de l'axe ici, qui est déterminé par, je vous rappelle, hein, c'est un vecteur W, ben, le long de l'axe du vecteur W, je pourrais déplacer la surface comme ça ici. Donc, ça revient à déplacer un seuil. Puis, on verrait que à une certaine extrémité, le taux de faux positif est élevé, le taux de faux négatif est faible et vice-versa à l'autre extrémité. Donc, en faisant ça, en prenant plusieurs seuils, et pour chacun des seuils, on va calculer le taux de faux positif, le taux de vrai positif. Donc, le taux de faux positif ici, le taux de vrai positif. Ben, chaque classifieur ici, j'en ai 8, va devenir un point. Et donc, on va avoir plusieurs points qui vont se suivre, comme ça ici. Et tous ces points-là, on va les relier par une courbe et on va voir que, ben, idéalement, notre modèle, s'il était vraiment très bon, il serait capable d'atteindre, ou enfin de s'approcher du point qui est ici, qui correspond au point où ben, on n'a aucun faux positif, on n'a aucun faux négatif.
Donc ça, c'est très, très, très souvent utilisé, ces courbes ROC. Voici un exemple d'un projet que j'ai réalisé il y a quelques années où on essayait de combiner, de comparer plusieurs modèles les uns avec les autres. Donc, par exemple, le modèle bleu ici semble bien fonctionner, mais il y a globalement un modèle qui dépasse tout le monde, c'est le modèle en pointillé. Et le modèle en pointillé, voyez-vous ce que c'est? C'est un vote majoritaire. Donc, on a pris plusieurs méthodes comme ça ici, qui, certaines méthodes fonctionnaient bien, d'autres fonctionnaient moins bien, et en les combinant ensemble, un vote majoritaire, on obtenait une solution qui était meilleure que toutes les autres. Euh, un autre type de courbe qui est souvent utilisé, mais qui est, je dirais, dans l'esprit assez similaire que la courbe ROC, c'est la courbe précision-rappel. Donc, on va faire la même chose. On va prendre un modèle, prendre différents seuils pour ce modèle. Chaque seuil va correspondre va avoir un certain rappel et une certaine précision. Et à une extrémité, la précision est très élevée, l'autre extrémité, la précision est nulle. Et même chose pour le rappel. À une extrémité, le rappel est très faible, et l'autre extrémité, le rappel est très élevé. Et idéalement, ce qu'on souhaite atteindre, c'est une précision et un rappel qui sont égales à 1.